Espace TV, les grandes gueules, le top des GG. Oui, sur Radio Espace également aussi, sur Suite FM Guinée. Merci à vous qui nous écoutez en région. Mesdames et messieurs, on en vient à ce autre sujet. Et cette question principale, mon cher Diba Milimono, référendum au Mali, le pays s'achemine-t-il vers un retour constitutionnel? On essaie de comprendre ce matin, quand on voit un peu le taux d'affluence, et le dit Madame Yoro ce matin, on se pose des questions. Un taux très faible, comparé à la démographie malienne, qui est quand même en termes de démographie une puissance sous-régionale, puisque la puissance d'un pays aussi, c'est au-delà de sa géographie, c'est la population. Donc autour de 8 millions, je crois, de personnes qui participent à ces élections. Est-ce un désintéressement ou tout simplement c'est lié à la question sécuritaire? Parce qu'au niveau de Kidal, il faut rappeler qu'il n'y a pas eu de référendum, parce que tout simplement il y a des chefs religieux qui ne sont pas d'accord avec certaines dispositions de cette constitution qui a été soumise à référendum, notamment la question liée à la laïcité qui avait été débattue, ils ne sont pas d'accord. Maintenant, ce qu'il faut quand même constater, puisque moi j'ai consulté l'avant-projet de loi, avant même qu'on ne puisse donner ça pour légitimer un peu ce projet, c'est qu'on a, à la différence de la constitution de 1992, cette constitution-là renforce les pouvoirs de l'exécutif. On est en face de nous un régime présidentialiste, hyper puissant, parce que je vais juste vous donner certains passages. On dit que le président nomme le premier ministre et les ministres et met fin à leurs fonctions. Le gouvernement est responsable devant le président et non plus devant l'Assemblée nationale qui était dans l'ancienne loi. On dit l'initiative des lois appartient concurremment au président et aux membres du Parlement et non plus au gouvernement et à l'Assemblée nationale. Le président ou l'Assemblée ne pourra plus renverser le gouvernement et en sens inverse, le président de la République ne pourra plus dissoudre l'Assemblée nationale. Et plus loin, on dit que d'autres points qui quand même est étonnant, on dit que le gouvernement détermine et conduit la politique de la nation dans l'ancienne loi, sauf que cette fois-ci, dans la nouvelle constitution, on dit que c'est le président de la République qui détermine la politique de la nation et le gouvernement qui conduit la politique de la nation déterminé par le président. Donc il y a beaucoup de passages aujourd'hui qui renforcent quand même le pouvoir du futur président, ce qui amène beaucoup d'observateurs à se demander, est-ce que Goïta finalement, qui avait dit qu'il ne sera pas candidat, est-ce qu'il va vouloir ôter la tenue et se présenter? Bien malin qui pourra vous dire aujourd'hui s'il continue à caresser ce rêve-là, mais à la différence de la constitution de 1992, cette constitution-là renforce le pouvoir de l'exécutif. Voilà. Mamadou Diarra est avec nous dans cette émission ce matin. Monsieur Diarra, bonjour. Bonjour. Bienvenue chez les grandes gueules sur Radio Espace. Très heureux de vous avoir en direct dans notre émission ce matin. En préparant l'émission, d'abord, parce que ça me brûlait un petit peu la langue à poser la question, à dire, chez vous, on ne peut pas dire la junte. C'est bien cela? Ce sont les autorités de la transition. Ok. Pourquoi on ne peut pas les appeler c'est une junte, quoi qu'on dise? Bon, vous savez, le mot junte, c'est à partir d'un concept. Un concept qui est beaucoup plus exogène. Et qui participe à la visée de ceux qui l'ont conçu. Nous n'avons pas de sens à donner à ce mot. Ce qui est certain, c'est que la Constitution du 25 février 1992 prévoit, parmi les périodes de gouvernance et les formes de gouvernance possibles de la République, la transition. Et elle prévoit que dans le cas de cette forme de gouvernance, il y ait des organes de transition dirigés par des autorités qu'on appelle autorités de transition. Donc nous adoptons le lexique prévu par notre constitution. Bien. Sauf que cette constitution, elle n'est pas en vigueur. Si, elle est en vigueur. Ah oui? Les grandes gueules. Non, la constitution n'a jamais été dissoute. D'accord. Bien. On va avancer. Alors, il y a eu ce référendum hier. Allez-y. Avant le référendum, c'est vrai que on sait beaucoup aujourd'hui cet esprit anti-français qui de plus en plus gagne du terrain au Mali et dans d'autres pays d'ailleurs. En quoi le concept junte, le concept junte peut-il autant déranger? La première des choses, c'est parce que si vous permettez, c'est pas pour vous interrompre, je suis parti vite fait chercher junte militaire, groupe de militaires de haut rang qui se saisissent du pouvoir politique. C'est la définition, c'est ce qui s'est passé au Mali et c'est le cas au Mali. En Guinée aussi récemment, le 5 septembre. Vous savez, comme je vous dis, tout concept créé participe à la visée de celui qui le crée. Ok? Et il y a des éléments de langage qui sont construits par une certaine orientation de la conscience publique que ceux qui veulent gouverner le monde par leur modèle imposent aux autres. Le premier signe de la souveraineté, c'est la capacité d'affranchir son esprit des couloirs de pensée dans lesquels on veut le maintenir. Voilà. Comme je vous l'ai dit,
notre constitution a défini les formes de gouvernance et a défini les organes et institutions qui peuvent gouverner la République et a donné une appellation à ceci. Nous restons conformes à cela. Bien. Et nous sortons de ce jeu. Alors, comment comprendre aujourd'hui, parce que dernier MINUSMA qu'on a mis out, RFI out au Mali, France 24 pareil, des journalistes expulsés, le pays envoie une image dont on ne comprend plus. Est-ce qu'on peut se dire que c'est vraiment la démocratie aujourd'hui au Mali? Vous savez, il est très difficile de comprendre une dynamique quand on n'arrive pas à se mettre en phase avec la logique de pensée qui la gouverne. Aujourd'hui, là où les gens voient le rejet, nous sommes en train de travailler pour la réaffirmation de la souveraineté. La réaffirmation de la souveraineté. Vous savez, on a accédé à ce qu'on appelait la souveraineté internationale à partir de 1960, n'est-ce pas? Mais dans la pratique de la gouvernance, plusieurs leviers nous ont maintenus à une certaine dépendance. Et on en est arrivé à un niveau où nos États n'étaient plus capables de décider par eux-mêmes de ce qui est bon pour leur pays, de faire leur propre choix pour ce qui les concerne directement. Et lorsqu'on n'est pas capable de décider par soi-même, selon sa conscience, de ce qui est bon pour soi, on n'est tout simplement pas capable de développer son pays. La première condition pour exister, c'est pouvoir décider pour soi. Et aujourd'hui, les principes qui gouvernent la transition sont en premier lieu celui de la souveraineté de l'État du Mali. Nous vivons notre réalité, nous sommes une vieille nation quand même, qui a connu plusieurs formes d'État dans l'histoire et qui a brillé dans le monde par le passé. Et nous avons la latitude de décider de ce que nous voulons pour nous-mêmes. Dans nos relations avec les autres, nous avons aussi la latitude de choisir quelles sont les conditions dans lesquelles nous coopérons, avec qui nous coopérons. Le problème qui se pose, c'est que quand nous avons voulu diversifier nos partenaires, certains partenaires nous ont dit non, si vous partez avec X, ce sera sans nous. Ok. Ou on va vous sanctionner. Les grandes gueules. De quel droit? Nous avons le droit de faire le partenariat avec qui que ce soit. On n'a jamais demandé à un pays de dégager. On a fixé des conditions à respecter. Okay. Et nous pensons que le partenariat doit être gagnant-gagnant. Quand je vais en partenariat avec vous, je gagne quelque chose, vous gagnez quelque chose en retour. Nous ne voulons pas de la mendicité. Nous voulons d'un échange. Ou une relation paternelle. Non, c'est ça qu'il est question. Alors, en fait. oui, ce partenaire, c'est la France. Et quand vous prenez par exemple... Il faut aussi... Pas la France seule. Non, pas la France seule. On a eu des problèmes à un moment donné avec d'autres pays qui n'ont pas compris, mais qui ont fini par comprendre. Ok? Et qu'on appelle ça, la France avait une relation privilégiée avec le Mali en tant qu'ancien colonisateur vis-à-vis du Mali. Et l'organisation des relations internationales est faite de sorte que les pays francophones, comme le Mali, leur dossier passe obligatoirement par la France. Les relations diplomatiques entre les autres États et nos États devaient être, on va dire, observées ou surveillées ou encadrées par la France. Ce sont des conditions que nous considérons avilissantes et entravant notre souveraineté. Nous voulons avoir librement des relations diplomatiques avec tous les États à nos conditions. Nous avons quelque chose à offrir. Nous ne sommes pas sur la scène publique en tant que mendiants. Le Mali est richissime. Nous avons d'énormes opportunités. Et tous les États qui viennent vers nous viennent avec un intérêt clair et visé. Nous sommes prêts à mettre sur la table la cohabitation des intérêts. Sur un fait, depuis les indépendances, ce que vous dites est une réalité d'ailleurs pour l'essentiel d'ailleurs des pays francophones. Même la Guinée, qui a quitté avec fracas la fameuse communauté, quelque part continue de voir son développement quand même entravé, curieusement, en tout cas pendant des décennies, par la France. C'est un fait. Mais que l'armée française arrive sur le territoire malien, notamment Serval, on le sait tous, ça, on peut trouver toutes les raisons qu'on veut, exogènes, mais c'était d'abord à cause d'une sorte de déliquescence de l'État malien qui avait du mal quand même à faire face au terrorisme au nord. Et à l'époque, l'armée française quand même était applaudie à son arrivée. C'est quand même une défaillance avant tout de l'élite malienne, de nos élites. Vous savez, nous ne sommes pas un peuple lâche.
nous ne sommes pas non plus un peuple ingrat. Nous avons toute la reconnaissance qu'il faut à ceux qui, français ou d'autres nationalités, ont donné leur sang pour défendre le Mali en un moment donné. Ouais. Et nous reconnaissons également que nous avons eu des faiblesses, nous avons eu des erreurs et que notre pays est tombé dans une crise. Toute la responsabilité n'appartient pas à l'étranger, à l'extérieur. Nous avons notre part de responsabilité. Mais par cette même part de responsabilité, nous avons le devoir de nous relever, de nous ressaisir et de reprendre le chemin qui est celui de notre peuple. Celui que nos ancêtres nous ont montré et que nos ambitions nous commandent. Et c'est cette voie que nous prenons. Si hier, la France a été applaudie au Mali, c'est parce que les conditions dans lesquelles la France est venue permettaient que cela soit fait. Après tant d'années d'exercice, l'objectif pour lequel la France était venue n'arrive pas à être atteint. C'est vrai que les premières heures de la bataille de Konna ont été applaudies. Mais après, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées. Et dans la conduite de la destinée de notre pays, les grandes gueules que nous avons pour nous aider ne peut pas être l'obstacle qui nous empêche d'avancer. Si les conditions de l'aide étaient justifiées en 2012, il se trouve qu'en 2020, 2021, 2022, ces conditions ne sont plus réunies. Parce que l'objectif n'est pas atteint, parce que les voies par lesquelles notre pays doit s'épanouir et s'affranchir sont entravées par ce partenaire qui ne comprend pas notre volonté de nous affranchir. Et dans ces conditions, on renégocie le contrat. À vous écouter, la France avait des intérêts totalement différents de ceux de l'État malien. Mais quels pouvaient être les intérêts de la France à maintenir son armée, notamment sur le territoire malien? On sait que forcément cela d'abord a un coût en termes de bilan humain, un coût financier également important. Et qu'est-ce qui pouvait amener quand même l'armée française à vouloir rester au Mali sans pour autant vous aider, comme vous le dites, à vous affranchir quand même de cette avancée et toujours menaçante du djihadisme? Vous savez, je ne voudrais pas rentrer dans la tentative de dévoilement des secrets des dieux, mais ce qui est certain, c'est que le Mali est un pays stratégique. Ouais. Notre positionnement géographique, les ressources naturelles dont nous disposons et notre position historico-culturelle entre l'Afrique blanche et l'Afrique noire est hautement stratégique. Que vous devenez un terrain avec des enjeux. Vous savez que pendant longtemps, la France a tenté plusieurs projets. Par exemple, l'Union de la Méditerranée portée par Sarkozy. Avant ça, l'OCRS porté par les autorités françaises de l'époque. C'est autant de tentatives qui cherchent à faire main basse sur les ressources du Sahel. Et le Sahel se constitue autour du Mali dans une certaine manière. Et les grandes gueules. Le Mali est quand même une figure de proue dans la marche panafricaine. Plusieurs fois dans l'histoire de l'Afrique, qu'on remonte au temps des empires jusqu'à nos jours, le Mali a toujours tiré l'Afrique vers l'unité, vers l'unification, ce qui est une menace pour la France parce que ça menace son précaré. Et comme vous le savez, après la Seconde Guerre mondiale, ce qui a permis à la France de figurer parmi les 5 puissances mondiales, c'est son influence sur l'Afrique. Aujourd'hui encore, la place que la France a dans le poids que la France a dans les relations internationales dépend de son emprise sur les États africains. Et une perte de cela a des conséquences incommensurables. Pour ne citer que ceci. D'accord. Bien. Alors, on revient Mamadou Diawara, il faut le rappeler, il est sociologue, président des Jeunes pour la paix de la nation africaine. Il est notre invité ce matin. Oui, j'ai envie de dire le Mali au centre d'une guerre d'intérêt de puissances étrangères, parce que c'est vrai que avec la France aujourd'hui, c'est pas le grand amour, mais vous êtes tourné vers la Russie. Est-ce que vous êtes sûr que à cette allure, parce qu'on voit une guerre de communication qui ne dit pas son nom, où on dit que les FAMA ont tué des citoyens, ou bien c'est plutôt Wagner qui a tué des citoyens, en tout cas une guerre de communication. Comment le Mali peut-il s'en sortir? Est-ce que vous pensez qu'un jour on peut venir à bout justement du terrorisme dans votre pays? Et ce que dit Hiro, si vous me permettez d'embrayer là-dessus, c'est d'autant plus important que est-ce qu'il n'y a pas un risque à un moment donné que déjà des djihadistes qui sont soutenus par des États que nous connaissons finissent peut-être par avoir une sorte de sympathie, même non dévoilée, justement du côté du bloc occidental. Donc au lieu qu'on vous aide à vous en défaire, aujourd'hui avec l'appel au départ de la MINUSMA, est-ce que finalement vous ne craignez pas plutôt de renforcer ces groupes-là de cette manière? Alors, premièrement, je vais commencer par le début de son propos. Vous savez,
Il ne s'agit pas de quitter un maître pour aller s'accrocher à un autre. Non, il ne s'agit pas de cela. Il s'agit d'exister par soi-même, de faire le choix de ses partenaires, l'indépendance sur toute la ligne, d'assumer la responsabilité de ses choix. La Russie est un partenaire classique du Mali depuis longtemps. 80% du matériel militaire malien est russe. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Le partenariat avec la Russie a juste été renforcé. Oui, mais avec Wagner. Non, attention. Mais si, ça pose problème, monsieur. Nous n'avons pas de contrat avec Wagner. L'État du Mali a été clair dans sa communication. Nous avons des relations diplomatiques avec la Russie. Et nombre de fois, le ministre de la Défense du Mali, les autorités maliennes sont allées en Russie rencontrer les autorités. Ça a été publiquement transmis à la télé. Et des communications. Sauf que c'est Wagner quand même qui est venu sur votre territoire. C'est vous qui le dites. Non, mais c'est le fait, monsieur Diora, quand même. Écoutez, s'il vous plaît. Oui, nous avons moi, je le comprends. Non, parce que reconnaître implicitement que Wagner, c'est le bras armé du Kremlin. Vous voyez ce qui se passe en Ukraine et ailleurs. Le pont va vite être établi. Je ne saurais pas affirmer sur ce plateau ce que je ne sais pas. Ce que je sais, c'est que l'État du Mali a un partenariat diplomatique stratégique dans le domaine de la défense pour l'acquisition de matériel, l'encadrement des hommes avec l'État de la Russie. Ça, je le sais. Vous n'aviez pas ce type de convention avec la France. Pour avoir été un responsable au haut sommet, j'ai quand même été chef de cabinet du ministre de la Réconciliation, de la Paix et de la Cohésion nationale, qui a été porte-parole du CNSP. Je suis donc quelqu'un qui a été, on va dire, aux affaires d'une certaine manière. Je suis au courant de ce partenariat entre l'État du Mali et l'État de la Russie. Je n'ai jamais vu ni entendu officiellement un contrat avec Wagner, ni quelqu'un qui serait de Wagner. Alors, je ne peux pas. Est-ce qu'aujourd'hui, avec votre volonté, il y a une préférence qui est affichée aujourd'hui pour la Russie comparée. Non, c'est le partenariat avec la Russie. Oui, mais sauf on tombe dans le même scénario. On tombe dans le même scénario. Vous fait du Mali un terreau fertile à une lutte d'influence. C'est-à-dire que non, on ne veut pas de la France et pour plusieurs raisons, mais sauf que vous traitez avec l'autre. Et donc on parle d'ambivalence un peu dans votre approche. La question n'est pas de dire qu'on ne veut pas de la France. Le Mali n'a jamais déclaré qu'on ne veut pas de la France. Mais ça a tout l'air avec tout attention, ce qui s'est passé. Il y a des faits qui ont été traités. D'abord, c'est la France qui est la première à prendre le discours vindicatif contre le Mali. Deuxièmement, la France a posé des actes concrets que nous avons documentés et que nous avons portés là où elles doivent être portées selon la légalité internationale. Devant le Conseil de sécurité. Et nous avons discuté diplomatiquement avec les autorités françaises sur des questions précises qui nous ont amenés en toute responsabilité à prendre les décisions qui s'imposent. Alors maintenant, de la même manière, d'autres autorités qui ont posé les mêmes types d'actes ont écopé des mêmes types de sanctions. Alors sur finalement le bénéfice de ce choix du Mali, puisque il y a 2 ans, on était en train encore de discuter de la possibilité d'organiser des élections. Et l'argument qui était avancé, c'était de dire il faut d'abord que le territoire malien soit totalement conquis pour aller, n'est-ce pas, à des élections. Nous avons donc le référendum qui a été organisé hier dans les conditions qu'on connaît. En tout cas, à Kidal, il n'y a pas eu de vote. Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes à même de dire à l'opinion nationale et internationale que votre choix a été bénéfique et que les objectifs que vous vous êtes fixés pour aller sur les questions politiques ont été atteints? Premièrement, je voudrais vous rappeler que l'organisation de ce référendum est une exigence du peuple malien. Quand la transition advenait, conformément aux dispositions de l'article 122 de la Constitution du 25 février 92 encore en vigueur, une concertation nationale a été convoquée pour réunir les forces vives de la nation. Et à l'occasion de cette concertation nationale, une feuille de route a été définie en plus de la charte de transition qui fixe 6 priorités. Et à la 6e priorité, il est demandé expressément aux autorités de la transition d'organiser un référendum pour élaborer une nouvelle constitution. Dans les médias? Non, à la fin de la transition, bien entendu. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? C'est que dans la Constitution du 25 février 92, il y a l'article 121 qui disait qu'on ne peut pas organiser on ne peut pas réviser la Constitution tant que l'intégrité territoriale est compromise. Oui. Ok? Très bien. Aujourd'hui, on n'est pas dans une révision constitutionnelle, on est dans une réforme constitutionnelle. Ok. Cet article n'est donc pas applicable à cela. Ça, c'est un. Deuxièmement,
les forces... Mais là, nous ne sommes pas. C'est pas un jeu de mots, là. C'est pas un jeu de mots. Écoutez, mais je ne suis pas... La révision constitutionnelle obéit à une procédure constitutionnellement définie, avec précision et je suis bien d'accord avec vous. Mais là, je parle d'engagement. Autre question. Je parle d'engagement. Quel engagement? Lorsque les militaires et puis les autorités de la transition disent à la CEDEAO et à tous ceux qui disaient organiser les élections, non, on ne peut pas y aller tant que nous ne sommes pas sûrs que l'intégrité du territoire est conquise. Non, attention, aujourd'hui, je précise bien. Si on va au référendum, alors en sachant bien entendu qu'on ne peut pas voter à Kidal, qu'on ne peut pas voter dans certaines régions du centre, qu'on ne peut pas voter dans d'autres régions du nord, est-ce que finalement, on n'a pas renoncé à cet engagement? Premièrement, je crois qu'il y a des éléments qu'il faut préciser. La première des choses, c'est que il n'a pas été dit qu'il faut que l'intégrité territoriale soit recouverte pour qu'on puisse organiser des élections. On dit qu'il faut que nous ayons un contrôle sur la sécurité. C'est ce qui a été dit. Y a-t-il un contrôle aujourd'hui? J'arrive. Je vais en venir, on va se comprendre. La deuxième chose, c'est que les élections ont eu lieu à Kidal. À Kidal? Oui, le référendum a eu lieu à Kidal, à Aguelhok, à Tessalit, ça a eu lieu. Peut-être dans certaines localités... C'est-à-dire dans la région de Kidal, mais pas dans la ville de Kidal. Dans certaines localités, il y a eu des incidents qui ont empêché la tenue des élections. Ce n'est pas seulement à Kidal. À Kaï, il y a eu des incidents. À Ségou, il y a eu des incidents. À Mopti, il y a eu des incidents. Il y en a eu en tout 500 incidents de localités où le vote a été compromis sur 24 000 bureaux de vote. On va nous faire une comparaison. Non, j'arrive, s'il vous plaît. Je vous en prie. Je voudrais vous amener sur une comparaison. Aujourd'hui, de façon globale, permettez-moi d'arriver au bout, ensuite vous intervenez. D'accord. Aujourd'hui, de façon globale, sur l'ensemble du territoire, je dis bien sur 24 000 bureaux de vote, il y a eu des incidents que sur 500. On ne peut pas considérer, démocratiquement parlant, que cela puisse être compromettant pour la tenue des élections. Maintenant, nous ne sommes pas dans une situation normale, on est dans une crise multiforme, grave, qui a entamé l'existence même de l'État. Arriver à organiser ces élections dans ces conditions, dans ce délai, avec toutes les pressions que nous avons, les contraintes financières liées aux sanctions, l'insécurité interne, le terrorisme dans sa multiformité, c'est tout simplement un chef-d'œuvre. Bien. Espace TV, les grandes gueules, le top des GG. Oui, l'actualité évolue. Nous aussi, ici, chez les grandes gueules sur Radio Espace Guinée. Mesdames et messieurs, on vient de l'apprendre, hein, mon cher Daouda Mohamed Kamara, il faut le rappeler, avec... comment s'appelle le monsieur? Voilà, c'est bien ça. Paul Moussa Diawara, oui. Paul Moussa Diawara et Bayo, on nous apprend qu'ils viennent à peine d'arriver à la maison centrale. Et Isa Bayo, oui. Ils viennent à peine d'arriver à la maison centrale. Ils y ont été déposés. Et la condamnation a été prononcée aujourd'hui devant la CRIEF. Et vous savez, depuis quelque temps, Paul Moussa Diawara qui rejette toutes ces accusations et avec ces éléments de preuve qu'il dit disposer pour se défendre. Mais très malheureusement, et aujourd'hui la condamnation est tombée et il va en prison. Il est condamné, comme on nous l'apprend, à 5 ans de prison ferme, pas avec sursis. Et à 5 ans de prison ferme, donc il rejoint les autres pensionnaires à la maison centrale. Ouais. Alors, on a écouté maître Pépé Antoine Lama. Djiba insistait d'ailleurs sur le cas de ces hôtels non payés aujourd'hui. Nous, entre autres, hein, parce que moi j'ai rencontré quelques magistrats là-bas. Ils proposaient même peut-être de rénover des bâtiments, une manière de faire quelque chose que l'État ne puisse pas être aussi un État qui dépense trop. Voilà. Un État assez dépensier et providentiel. Aujourd'hui, on se met la corde autour du cou parce qu'il n'y a pas d'argent par rapport à ce procès. Ça, il faut le rappeler. Vous vous souvenez de la communication de Chalouette devant les partenaires. Je crois qu'il y avait une volonté politique d'aller rapidement vers le procès là, mais sauf que ça demande beaucoup de moyens, beaucoup d'investissement. Nous a rattrapé. Ce qui se passe aujourd'hui, je crois, on a très mal fait les choses. On a très mal orienté les dépenses. Envoyer les gens dans un hôtel 5 étoiles, qui sait si ce procès-là va faire 2 ans et la facture risque d'être salée. Et aujourd'hui, ce qui est en train de se passer, il parle de 75 millions. Mais au-delà de ça, il y a aussi le restaurant. Il y a le restaurant. À un moment donné, même au niveau du tribunal, j'aurais appris que la personne qui servait avait systématiquement arrêté. Donc il y a des factures impayées. Surtout que l'État est mauvais payeur. Aujourd'hui, la facture est très salée. Je pense qu'on aurait pu
À Kaloum, l'état des bâtiments, on aurait pu peut-être les loger à ce niveau, puisque c'est pour une question sécuritaire. Justement. On aurait pu les loger à ce niveau. C'est ce qu'on a évoqué dès le départ. Dès le départ, on aurait pu les loger à ce niveau, où il y a des appartements meublés, où l'État peut faire un partenariat 75 sur une millions période de 75 millions, c'est énorme. Je crois que ça, par personne, par personne, 75 millions par personne par mois. Imaginez, on fait l'addition sur une année, c'est beaucoup d'argent. Et tenez-vous bien sur la question des magistrats, les perdièmes et les primes. D'autres, c'est 3 mois. Et j'apprends que d'autres, depuis le mois de décembre, n'ont pas perçu ces primes et ces perdièmes. Et ça, il y a un malaise profond qui est là. Si on ne fait pas attention, dans les semaines à venir, les mois à venir, on risque de s'attendre à une suspension, à un débrayage, parce que tout simplement, les moyens qu'on a, on les a mal utilisés. L'hôtel, moi j'ai cherché à rentrer en contact avec l'hôtel, mais bon, c'est des entrepreneurs. Les gens ne veulent pas délier les langues. Mais ce qui est sûr, il y a un problème de paiement, parce que beaucoup estiment qu'il n'y aurait pas d'argent aujourd'hui. Voilà. Charles nous a promis, quand il était à l'intérieur du pays, qu'il va nous rejoindre dans cette émission. Demain, on l'attend ici. Demain, la promesse c'est important quand même qu'il vienne, Madame Hiro. Dia, voilà. Je sais qu'elle réussir ça, parce que c'est important. Le peuple a droit de savoir. Non, mais attendez quand même, sincèrement. On a fait un très très mauvais départ dans cette procédure du procès du stade du 28 septembre, parce que il fallait déjà commencer quand même. Oui, on va pas faire tout en noir. Voilà. On attendait ce procès là quand même. Le Guinée est bizarre, sincèrement. J'ai dit on a fait un mauvais départ. On a peut-être sous-estimé le délai. On a sous-estimé le délai peut-être, parce que si on a engagé de grosses dépenses, parce qu'on a estimé que... On sait toujours que ça prend du temps. Oui, ça prend du temps. On ne peut pas dire, par exemple, ça a déjà pris beaucoup de temps. Ça a déjà pris beaucoup de temps. Mais est-ce qu'on sait jusqu'à quand ça va encore se tenir? On ne saura jamais jusqu'à quand ça va se tenir. Alors, c'est effectivement à ce niveau, j'ai dit, madame, c'est à ce niveau, j'ai dit qu'on a fait un mauvais départ. Les grandes gueules. Le plus important, c'est d'avoir commencé. Mais on a fait un mauvais départ, parce que si on a établi toutes ces poches de dépenses dans cette procédure sans avoir la liquidité parfaite, je me dis que c'est ce qui nous amène aujourd'hui à ce blocage, parce que il y a eu le premier blocage. Peut-être qu'on reprend et peut-être on va pousser encore jusqu'aux vacances judiciaires. Et qu'est-ce que ça va donner après les vacances judiciaires? C'est une autre question qui se pose. C'est vrai, il fallait commencer, mais il fallait commencer avec la meilleure procédure qui permette de tenir avec les dépenses jusqu'à la fin. Bien, allez-y, mon cher Jacques. Moi, c'est bien d'avoir commencé, mais il fallait juste qu'on se mette à notre niveau. On n'était pas obligé de provoquer des dépenses comme ça exceptionnelles. Les magistrats déjà... Certes, il y a une volonté politique, mais je comprends très bien. En fait, s'il n'y a pas de prévision à dire combien ça peut coûter ce procès, gros point d'interrogation. Je ne sais pas, parce que... Il y a un travail qui avait été justement, fait, avec... il y avait un comité... Maître Sako, à l'époque. Il y avait un comité qui avait été mis en place. Et qui avait fait une estimation à l'époque. 75 milliards à peu près. 75 milliards d'euros, quelque chose comme ça. D'euros? Non, de francs guinéens. Ouh, Jacques. 75 milliards de francs guinéens. Ben oui. Oui, de francs guinéens. 75 milliards de francs guinéens. Avec des partitions de l'État, je crois, de l'Union européenne, des partenaires au développement et tout ça. 75 milliards. 75 milliards de francs guinéens. Moi, je trouve que le montant, il est dérisoire en fonction de la façon dont on a engagé tout ce qu'on a engagé. Loger les magistrats à Kaloum dans des hôtels 200 euros par jour, 75 millions cher, par mois par magistrat. Moi je pense que ça on n'en avait pas besoin, parce que les magistrats déjà ils ont un statut particulier. Ils sont les mieux payés, les mieux traités de ceux qui exercent le service public dans notre pays. Le moins payé prendrait autour de 20 millions de francs guinéens. Ça, c'est des jeunes magistrats. Les magistrats d'un certain niveau, c'est 30. Il y en a qui prennent jusqu'à 60 millions de francs guinéens, comme ceux qui sont à des niveaux beaucoup plus élevés. Donc, ils ont déjà un traitement exceptionnel. Tout ce qu'on devrait faire pendant ce procès, c'était de renforcer la sécurité autour d'eux, soit autour de leurs maisons privées, ou alors on aménageait des maisons d'État, donc des maisons qui appartiennent à l'État. Il est resté à ce niveau-là, on ne paye pas d'argent. Mais là, on est en train de dépenser énormément d'argent. On n'est qu'au début, puisque la phase des auditions n'est même pas encore terminée. Parce qu'il faut terminer la phase des auditions. Peut-être que les avocats
demanderont les preuves, on entrera dans ça. On va entrer dans la phase d'expertise. Le transport judiciaire. Transport judiciaire s'il faut. Ouais. C'est pour des années qu'on s'engage. Ouais, c'est chaud. Maintenant, je ne sais pas, est-ce qu'aujourd'hui, le ministère va se dire c'est moi qui vous avais logé, je vous avais mis dans des conditions constatatoires, mais on ne peut plus. Vous devez sortir. Est-ce qu'aujourd'hui, on va aller vers ça ou alors on va continuer à supporter ça? Parce que c'est quand même salé. Nous sommes comment après 9 mois de procès là, Madame Yoro. Quand j'ai pris seulement sur la base de ce que je vois devant moi à chaque audience, c'est quand même plus de 10 personnes qu'on appelle magistrats là-bas. C'est à peu près 15. Donc, les grandes gueules. Vous avez donc banalement rien que pour le logement plus d'1 milliard. C'est énorme. Allez-y, Madame. Je pense que les questions de justice, les questions de plus de 8 000 € par mois. Les questions de justice, les questions de droits humains, il y a toujours des poches de subventions qui existent, que ce soit ici à l'international. Je pense que le plus important pour nous, c'était d'ouvrir ce procès. Le procès, c'est ouvert. Un bébé, il commence par un pas, il tombe, il se relève, après il devient adulte. Je pense que ce procès, on peut tirer les leçons. Peut-être qu'on a fait un mauvais départ en pensant qu'on pouvait loger les gens quelque part. Si on trouve que on tire les leçons des erreurs qu'on a commises pour pouvoir vendre la bonne image de la Guinée parce qu'on a décidé de le faire. Tenir ce procès, faire en sorte que les auteurs soient jugés et condamnés, faire en sorte que les victimes soient rétablies dans leurs droits, faire en sorte que ces femmes qui ont été victimes de viols à ciel ouvert puissent vraiment bénéficier d'une réparation, c'est quelque chose pour la Guinée. Mais ce n'est pas la mer à boire. C'est quelque chose qui est difficile peut-être, mais je pense qu'il faut aller vers les institutions qu'il faut. Il faut tirer les leçons sur les erreurs de départ qui n'ont pas été, sur les décisions de départ qui n'ont pas été les meilleures et tirer les leçons. On n'a pas besoin, par exemple, de ce qu'on a vécu là, croiser le fer. C'est-à-dire que le ministre de la Justice campe sur sa position, que les avocats campent sur leur position, que les deux parties sachent que c'est la Guinée qui est vue par le monde. Et nous avons vu ce que ça a créé. À travers, vous avez des gens qui s'inspirent, des artistes à travers le monde qui regardent la Guinée. Les yeux sont rivés sur la Guinée. Des procès comme ça sur le continent, il n'y en a pas eu beaucoup. Du tout. Il n'y en a pas eu beaucoup. C'est une première. On parle de plus de 150. Ça, c'est ce qui a été dit officiellement. Il y a des portées disparues. Vous avez des gens qui ne savent toujours pas où se trouvent leurs proches. Vous avez des femmes dont la vie a été détruite complètement. Il y a des femmes qui ont divorcé. Pourquoi ? Parce que les conjoints n'ont jamais compris qu'elles puissent être là, des vies qui ont été détruites. Je pense que quelquefois, il faut réfléchir, mettre le pays en avant. Les institutions sont prêtes à accompagner des procès de ce genre. On peut commencer, voir qu'il y a des erreurs, mais il suffit de monter les bons projets. Les institutions sont là pour ça. En matière de droits humains, on ne badine pas avec. Les grandes gueules. Et on trouvera une issue. Oui, forcément. Allez-y, Mohamed. Moi, je crois que ces institutions sont déjà engagées dans cette procédure. Elles sont déjà engagées et il y a des retardements dans le décaissement des fonds. Il peut y avoir du retard dans le décaissement des fonds. Mais quelle valeur la Guinée donne à ce procès-là? La Guinée, c'est un pays quand même qui est riche. On parlait de beaucoup de poches. Vous avez par exemple l'activité qui a été, par exemple le lancement du village numérique. Il y a une synergie d'action entre plusieurs départements pour que ce village numérique-là puisse voir le jour. Est-ce que ce village numérique-là est aussi plus important, par exemple, que le procès du 28 septembre. C'est une synergie d'action qu'on peut mettre en place. Je ne fais pas de comparaison. Mais il ne faut pas de comparaison. Je donne des exemples pour dire... Non, pas du tout. Non, je ne fais pas de comparaison juste pour c'est pédagogique. Voilà, on fait de la radio, mon petit. Je sais. Bien. Non, mais c'est important. Les grandes gueules. La pédagogie, c'est mon bien. Il faut ce que je voudrais dire, l'ami, c'est que mais on ne peut pas arrêter notre financement pour le procès. Personne n'a dit d'arrêter d'autres financements pour le procès. Est-ce qu'on peut arrêter un financement pour le procès? Non, c'est pas ce qu'elle veut dire. Ça dépend de la priorité qu'on donne à le cette sens des activité. priorités. Le Justement. sens des priorités. Si on pense que on veut, après la transition, qu'on dise que c'est tel, c'est le CNRD qui avait permis qu'il y ait de la lumière sur le procès du 28 septembre, ils vont mettre les moyens qu'il faut. Qu'il y ait de l'accompagnement extérieur ou pas, ils mettront les moyens qu'il faut pour que ce procès puisse aller à son terme. Évidemment. C'est ce que je veux dire. Voilà. Allez-y, Mohamed Mara, pour clore. Je préfère ne pas établir d'ordre de priorité dans ce domaine-là, parce que au niveau de la justice dans notre pays, certes, les massacres du 28 septembre ont eu, si vous voulez, une marque indélébile sur nos consciences à nous tous. C'est quelque chose qu'on a tous salué, enfin, que l'État guinéen se décide à aller à ce procès.
Mais vous vous souviendrez bien que lors du lancement de ce procès, on m'avait demandé ce jour-là, on était parti pour combien de temps? Et je disais simplement que c'est quelque chose, à mon avis, qu'on était parti pour au moins 2 ans là-dessus. Ce sont des procédures longues. Tout va dépendre des avocats et autres. Déjà, ce qui est en train de se passer, les magistrats, parce que vous parlez des magistrats, il n'y a pas que, il y a les greffiers aussi, qui ont aussi des traitements dans cette histoire-là. Alors, c'est quand même un procès dont le coût, globalement, je crois, est aux alentours de 8 millions d'euros. Est-ce que la Guinée a ses moyens? Dès le départ, la Guinée avait dit non, on n'en a pas les moyens. Les partenaires s'y sont engagés. La question est de savoir, est-ce que l'État guinéen a été suffisamment... mais la Guinée s'était engagée à payer oui, sous Sako, par exemple, l'État s'était engagé le budget prévisionnel qui était de 76 milliards à peu près. L'État avait dit qu'ils allaient prendre en charge les 77% sur le BND. Maintenant, les États-Unis, l'Union européenne, à l'époque aussi, chacun devait prendre une partie. Je ne sais pas si... À l'état actuel, c'est le même format qui a été maintenu. C'est la question là que moi je me pose aujourd'hui. Allez-y, Mohamed. La question est de savoir, est-ce que, je reviens là-dessus, la question est de savoir, est-ce que l'État s'est organisé en conséquence? Je ne sais pas si je suis le plus crédible quand je parle de ce département et de la manière dont les affaires sont conduites, parce que vous allez penser peut-être que c'est de la patience, mais sauf que malheureusement, j'aime pas avoir raison trop tôt sur ce type de situation, parce qu'il s'agit de vies humaines. Et ceux qui sont jugés, qui ne sont pas reconnus encore coupables, donc pour le moment qui sont innocents, qui sont en prison, et ceux-là qu'on dit être victimes, et les vraies victimes sont au dehors, aussi attendent tout ça, les familles aussi qui attendent pour faire leur deuil, tout le monde souffre dans cette histoire. Donc vous voyez, les enjeux quand même sont énormes. Mais encore une fois, quand on fait des décaissements à l'emporte-pièce, 2 yeux, lorsque les lignes ne sont pas suffisamment définies, on vous dit comité de pilotage. Le ministre dit non, mais c'est eux qui décident de tout. Quand vous approchez le comité de pilotage, les gens vous disent là-bas, mais le ministre, il fait comme bon lui semble. Ainsi de suite, il y a des gens qui sont limogés, qui sont suspendus, et ainsi de suite. Vous entendez tout ça, vous dites, mais ce n'est pas surprenant qu'on arrive à un tel résultat. Mais on peut faire mieux. Bien. On peut faire mieux. Moi, je ne comprends pas que pour une question, certes, de sécurité, qu'on me dise que le traitement peut aller jusqu'aux alentours de 7 000, 8 000 euros par personne le mois. Lamine, c'est une injure dans une telle économie. C'est une injure. Ouais. Les magistrats de la CRIEF, qu'est-ce qu'on a fait? Sachant qu'ils seraient tous sur des dossiers sensibles, qu'est-ce qu'on a fait? Ouais. L'État a trouvé de petits appartements en ville à Kaloum là-bas. On les a logés avec leurs familles. Eux et leurs familles sont comme ça bénéficient à la fois de gardes rapprochés, donc de sécurité rapprochée. Ils ont tout ça à leur disposition. Pourquoi d'ailleurs on n'a pas laissé ces magistrats carrément dans leur famille et y affecter des militaires? Parce que ce que vous dites là, ça c'est simplement ce que l'hôtel perçoit juste pour les nuitées. Mais vous ne parlez pas de ce qu'ils consomment comme nourriture. Vous ne parlez pas des autres frais, les déplacements, le carburant, l'entretien des véhicules, toute la logistique. Les grandes gueules. Vous ne parlez pas de toute la production en paperasse. Il y a tout un fonctionnement autour de cette situation-là. Là-dessus, et sans oublier que ces magistrats qui sont quand même exilés dans des hôtels depuis des mois, coupés pratiquement de tout, est-ce que c'était ça aussi ce qu'il fallait faire? Est-ce que psychologiquement sur le long terme c'est aussi bon même pour ces magistrats et pour ces greffiers qui sont ainsi isolés? Il y a tout un tas de questions. Dès le début, moi j'estimais que ce n'était pas forcément la bonne méthode. Et puis lorsque vous avez quand même d'autres possibilités, des appartements meublés aujourd'hui, d'accord? Pour moitié prix, on aurait pu avoir de très bons appartements meublés à Kaloum. Ouais. Et l'État n'avait même pas besoin d'envoyer des militaires parce que la sécurité, tout y est. Pour moitié prix au moins. Ouais. Il faut savoir quand même être rationnel par rapport à certaines questions. Gourmand, malheureusement. Par rapport à certaines questions, on vous dira non, la sécurité, c'est le département de la justice qui paye. Au même moment, le haut commandement de la gendarmerie nous dit non, c'est pas vrai. Ce qu'on dit là dans le budget, c'est faux parce que nous, nos agents, c'est nous qui le prenons en charge. Il y a tout un tas de choses qu'il faut revoir. Et quand les partenaires n'ont pas une visibilité suffisante sur comment vous gérez les fonds, évidemment. Ils ne vous diront pas, mais ils vont créer tout un tas de paperasses pour faire traîner les choses. Ouais. Le monde a intérêt à ce que ces massacres-là soient jugés. Bien. La Guinée a intérêt à ce que ces massacres-là soient jugés. Nous sommes en période de transition. On n'est pas à l'abri tant que les premiers crimes ne sont pas sanctionnés. Vous parlez de Fabou aujourd'hui. Si Fabou avait été poursuivi,
depuis l'époque où Maître Sané avait porté plainte, ou même maintenant, s'il est poursuivi et qu'il y ait des sanctions, ceux qui sont aux affaires maintenant vont se dire, mais tiens, dans 1 an, dans 2 ans, ça pourrait être moi. Ouais. Mais parce qu'on ne sanctionne pas. Donc, vous voyez, c'est toute une pédagogie, c'est toute une éducation à donner, à la fois à la Guinée d'aujourd'hui, mais aussi à la Guinée de demain. Ouais. Donc, on ne joue pas avec ça pour des histoires de personnes. Un chef, quand même, de département qui s'en va nier un droit. Vous vous souvenez de ce débat-là avec lui, ici sur ces mêmes antennes. Tu vas dire, mais non, l'article 293 ne prévoit pas ça, c'est pas juridictionnel ici, c'est pas obligatoire, ainsi de suite. Bien. Finalement, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on apprend? Non, il a reculé sur la question, il reconnaît effectivement que c'est le droit de ces gens. Mais ce qu'on oublie de dire aux gens, c'est que cet argent, c'est pas un cadeau aux avocats. En fait, c'est une garantie que les personnes poursuivies vont avoir le droit à un procès équitable. Bien. Et parmi les conditions d'obtention d'un procès équitable, c'est d'être défendu par des avocats de leur choix. Les avocats commis d'office en pareil cas, si l'État le fait, le procès sera même discrédité. Évidemment. Donc, c'est le prix à payer pour que la vérité soit manifestée. Attends qu'on rentre dans la phase des preuves. Chaque preuve va être discutée pendant des jours. Les gens vont demander des expertises et même des contre-expertises. Ça va mettre du temps, tout ça. Voilà, mon cher Mohamed, merci beaucoup. Allez, pour clore, Diba. Oui, pour clore. Et il y a quelques jours, le ministre Charouette avait fait une sortie où il disait que 13 milliards auraient été débloqués. Et sur les 13 milliards, il a précisé que le département, pour son budget de 2022, n'avait pas prévu une ligne pour ce procès-là. Maintenant, j'apprends que vous avez 750 agents de sécurité dans ce procès. 750 agents. J'apprends qu'il y a 750 agents qui participent au procès et devraient coûter 419 millions de francs guinéens par semaine à l'État guinéen. Vous avez en plus des frais de carburant réguliers qui s'élèvent à plus de 400 millions de francs guinéens par semaine. Et l'ambassade de l'Autriche aurait donné 100 millions, sans compter qu'ils ont fait une statistique des audiences. On est à 79 audiences à ce jour. 79 audiences. Maintenant, vous multipliez ça par semaine, parce que c'est lundi, mardi, mercredi, c'est autour de 133 millions, ça vous fait. Bien. Donc, vous avez une facture assez salée. Et est-ce qu'aujourd'hui, l'Union européenne, l'ambassade de France, mais aussi les États-Unis qui avaient promis de participer, est-ce qu'ils ont contribué sur les 13 milliards? C'est la question aujourd'hui que l'on se pose. Voilà, mon cher Diba, véritable dilemme, hein, voilà, il faut le dire. Espace TV, les grandes gueules. Le top des GG. La prolongation pour la dernière de la saison, mesdames et messieurs, sur Radio Espace, sur Espace TV. Merci à vous tous qui nous rejoignez sur nos antennes. Vous nous écoutez sur Suite FM Guinée 99.1 ici à Conakry. Merci à ceux qui nous rejoignent en région. Vous êtes sur les réseaux sociaux, très nombreux d'ailleurs à nous suivre. Merci à vous tous, mesdames et messieurs. Évidemment, on s'intéresse à ce autre sujet. On parle politique ce matin. La transition guinéenne, toujours en débat. Le gouvernement dit avoir avancé dans la mise en œuvre de l'accord dynamique convenu donc avec la CEDEAO, recensement général de la population et de l'habitat, recensement administratif à vocation d'état civil, élaboration de la nouvelle constitution, autant d'actions en cours, sauf qu'au même moment, une frange de la classe politique continue évidemment d'exiger un dialogue autour de toutes ces questions. Quel regard porte sur la conduite donc de cette transition? Nous essayons de comprendre ce matin avec le président du mouvement démocratique libéral, Ali Bouba. Il se prononce ce matin chez nous. Espace TV, les grandes gueules. Le top des GG. Allez, Jacques, notre invité est avec nous évidemment dans ce studio, monsieur Ali Bouba, le président donc de Modèle. Mon cher Ba, bonjour. Bonjour Amine. Bienvenue. Bonjour, merci. Ça fait un moment. Ouais, c'est vrai. Comment ça va ce matin, Ali? Mais très bien. Toujours un plaisir d'être dans les locaux d'Espace et surtout de vous retrouver. Ça fait un bon temps. C'est vrai. Allez-y, mon cher Jacques. Il est devenu un pigeon voyageur. Ouais. Il est en tournée. Ouais, c'est vrai. Il vient du Japon, là. Oui, c'est ça. Ouais. C'est ça. J'étais à Tokyo. Waouh. C'est à combien de kilomètres d'ici? En tout cas, c'est pour 24 heures de vol. Wow. C'est loin. C'est un endroit où je vais souvent. Ouais. Pour des raisons personnelles, pour des raisons professionnelles. Ouais. C'est un pays que j'aime beaucoup aussi. Ouais. Donc voilà.
Allez-y, mon cher Jacques. Alors, en gros, quelle lecture faites-vous de la transition guinéenne, mais en lien surtout avec la mise en œuvre de l'accord donc convenu avec la CEDEAO, entre le gouvernement et la CEDEAO. Il y a une présentation qui a été faite la dernière fois qui laissait croire qu'on était en train d'avancer. En tant qu'homme politique, qu'est-ce que vous observez sur le terrain et qu'est-ce que cela vous dit en termes d'actions concrètes réalisées? Alors, s'il y a un discours qui consiste à faire croire que nous sommes en train d'avancer, je suis très surpris de l'apprendre parce que ce n'est pas par la théorie qu'on va nous convaincre que nous sommes en train d'avancer par rapport à la gestion de la transition en ce qui concerne le processus électoral en particulier. Étant acteurs politiques, nous nous sentons particulièrement concernés par ce processus parce que c'est par ce chemin qu'on sortira de la transition, c'est-à-dire des élections auxquelles les hommes politiques prendront part à travers les partis. Alors, j'ai suivi les différentes présentations qui me semblent être très théoriques, qui sont en décalage avec la réalité, d'autant plus que les éléments essentiels du processus électoral, en l'occurrence le cadre juridique des élections qui doit être défini par la Constitution, la loi électorale, il y a une absence d'un cadre juridique approprié. Il n'y a pas une institution qui est chargée typiquement des élections qui est mise en place, c'est-à-dire un organe de gestion des élections ou une CENI. Il n'y a pas une logistique électorale dont on nous a présenté. Il n'y a pas un fichier électoral approprié qui contient les électeurs. Et bien entendu, lorsqu'on parle d'élections, on parle d'électeurs d'abord, avant de parler de compétiteurs. Surtout, ouais. Donc, il n'y a pas une base concrète sur laquelle on peut se dire à quelle date on pourrait aller à des élections. Ouais. Alors que je l'ai dit depuis le début de cette transition, je l'ai dit à toutes les personnes concernées, que ce soit le président de la transition lui-même, y compris les membres du gouvernement, toutes les fois que j'ai eu l'occasion de m'exprimer, je n'ai jamais pensé manquer de le dire, que pour moi, l'élément essentiel de la transition devait être le processus électoral. Tout ce qui allait se mettre en plus allait être en quelque sorte en annexe, parce que l'essentiel, une transition se définit comme étant le passage d'une situation vers une autre. Comment on y arrive? C'est à travers le processus électoral. Et j'ai toujours pensé que le meilleur héritage d'une transition ou le meilleur bilan d'une transition, c'est un processus électoral clair, transparent, inclusif, qui pourra générer des élus à partir desquels les Guinéens pourront être gouvernés. Parce que lorsqu'on bâcle une transition où on manipule le processus et qu'on se retrouve avec un président mal élu ou imposé par un cercle restreint, ça veut dire qu'on n'a fait que reprogrammer une nouvelle transition qui va venir dans les années à venir. C'est très simple. Nous vivons la troisième expérience de la transition de notre pays. On devait s'en servir comme enseignement. Et les risques que cela génère sont plus d'abord pour ceux qui conduisent la transition actuelle, parce que si on part de l'hypothèse que la transition mal faite, elle génère un président mal élu, et ce président va arriver, ceux qui n'ont pas, le fait d'être mal élus, ils souffrent d'un problème de légitimité. Les Guinéens qui n'ont pas été impliqués dans le processus seront toujours revendicatifs. Ils ne se sentiront pas concernés par la gouvernance de celui qui est arrivé. À force de protester, le pays va être encore dans la même crise. Nous l'avons vécu sous l'ère Alpha Condé. Nous savons comment cela se fait. Donc de crise en crise, c'est la tentation qui revient à d'autres militaires qui se diront mais tiens, il faut qu'on arrête ce désordre. Et finalement, quelques années après, c'est des militaires qui peuvent être intéressés à faire un coup d'État. Et généralement, quand c'est comme ça, ceux qui vont arriver, les premières victimes de leur arrivée, c'est d'abord ceux qui ont géré la transition, qui a conduit à l'arrivée d'un mauvais président. Raison pour laquelle il faut que le CNRD et tous ceux qui les soutiennent entendent raison, que le piège, c'est-à-dire le fait de torpiller le processus, le fait d'avoir une démarche solitaire, le fait d'exclure, le fait de manipuler, c'est à eux que ça reviendra d'abord. Le piège qu'ils sont en train de faire, les conséquences peuvent d'abord se rabattre sur eux. Deuxièmement, une transition qui prend du temps. On tend vers la deuxième année. Lorsqu'on n'a pas une visibilité sur le tableau de bord politique, une transition qui va au-delà de 2 ans, elle devient problématique. Parce que dans l'esprit des gens, ça reste et demeure une transition. Même si vous réalisez des miracles économiques, quels que soient les résultats que vous avez, quoi qu'il arrive, ça reste une transition. Donc une transition au-delà de 2 ans, elle devient très mal perçue. Parce que les chefs d'État de la sous-région et les autres institutions dans le monde vont se dire, tenez, si chaque groupe de militaires peut prendre le pouvoir
faire 3 ans, 4 ans au pouvoir, il n'y a plus de raison d'espérer que la démocratie ait un avenir dans ce pays. Parce que les politiques vont commencer à s'encoquiner avec les militaires. Donc ce ne sera plus créer un parti, l'entretenir pour arriver au pouvoir. On se dira, dès qu'on manipule un groupe de soldats, on a une chance d'arriver au pouvoir. Et c'est un état d'esprit qui est très dangereux quand ça s'installe dans un pays. Donc voilà en fait, de façon sommaire, les réflexions que nous faisons au sein du modèle qui ont généré beaucoup de propositions depuis le début de la transition. Nous les avons transmises à qui de droit. Mais malheureusement, dans notre pays, lorsque vous transmettez une proposition, c'est le nom qui est inscrit en bas qu'on regarde, ce ne sont pas les idées qui sont contenues dans les documents. Lorsqu'on n'aime pas la face de Aliou, on s'en fout de ce qu'il dit. Et pourtant, il est guinéen et mieux, président d'un parti politique. Moi, j'ai envie de comprendre, madame, avant de continuer, comment est né ce désamour? Parce que quand même, ça a suscité, je vais dire, de l'espoir, l'arrivée de CNRD. C'est politique, j'ai entendu les propos, et à entendre ce qui se passe aujourd'hui, 2 ans après, je me dis, c'est 2 pays différents. Comment est né ce désamour selon je vous, crois que c'est le système qui a régénéré, et très rapidement. Dès le début, nous avons tous cru, nous avons tous eu l'envie de croire. Le CNRD est arrivé suite aux différents efforts que nous avons fournis, parce que n'eût été la mobilisation citoyenne contre le 3e mandat, aucun militaire n'aurait eu le courage de prendre le pouvoir. Ça, il faut se le dire. Alpha Condé, en 2021, il était complètement affaibli. Il était verrouillé. Il y a eu une mobilisation citoyenne qui a commencé en 2017 et qui a généré le FNDC en 2019. Il y a eu des efforts qui ont été fournis. Il y a eu du lobbying qui a été fait. Nous avons fait beaucoup de rencontres au niveau international. Le régime d'Alpha Condé était décrédibilisé, affaibli. Alors les militaires ont trouvé que c'était une faille. Ils ont terminé un travail que les citoyens ont mené en amont. Ça, il faut se le dire. Donc le mérite revient à l'ensemble de ceux qui se sont impliqués depuis le début pour qu'enfin qu'on n'hypothèque pas les efforts en matière de démocratie que nous avons fournis. Donc, dès le début, nous avons rencontré les autorités de la transition. Vous vous souvenez du discours que moi j'ai tenu, colonel Doumbouya et ses amis, le 14 septembre 2021, 9 jours après le coup d'État, où je lui ai donné un certain nombre de conseils en public, devant tous les acteurs politiques, pour lui dire, faites très attention. Il y a des leçons à tirer, il y a des fréquentations toxiques qu'il faut éviter. Lorsque vous avez des hommes politiques qui viennent vous dire, négociez avec nous, vous nous donnez le pouvoir, on vous garantit ceci dans le futur, excluez ceci pour que nous on compétit. Alors que les acteurs politiques qui font ça, Lamine, je vous garantis, même si eux seuls vont à des élections, ils vont les perdre. Ah bah oui, forcément. Vous savez pourquoi ils vont les perdre? Non. Ils vont les perdre contre un adversaire. Et cet adversaire, c'est le taux d'abstention. Il y a des hommes politiques en Guinée aujourd'hui, tellement qu'ils sont faibles à la base, s'ils vont à des élections, il n'y a personne qui va voter. Alors on ne peut pas se permettre de discuter avec ceux-là et croire que ce qu'ils vous disent, en fait, c'est dans votre intérêt. Dans tous les pays du monde où les militaires ont fait un deal avec les politiques, c'est lui qui arrive au pouvoir, il devient votre premier ennemi. La Guinée, on en sait. Alpha est arrivé au pouvoir, on a vu ce qui est arrivé aux dirigeants du CNDD. En Côte d'Ivoire, Robert Gueye a dealé avec Gbagbo. Gbagbo est arrivé au pouvoir, quelques mois après, Gueye s'est retrouvé avec une balle dans la tête dans la rue. Il y a beaucoup de pays qui doivent nous servir d'exemple. Il ne faut jamais le faire. Tant que vous êtes dans la transparence, tant que vous êtes dans l'inclusivité, vous êtes inatteignable. Mais qu'est-ce qui fait dire que le CNRD serait en train de négocier avec des politiques pour prendre le pouvoir, pour passer le pouvoir? Bon, il y a des indices qui sont des sources d'inquiétude. Pourquoi? Parce que le 27 juin 2022, on avait rencontré, les classes politiques avaient rencontré le Premier ministre d'alors, M. Lansana Mohamed Biabogui. Il y avait la présence des ambassadeurs, des opérateurs économiques, des activistes de la société civile, tous les acteurs politiques confondus. Ce jour, j'ai pris la parole. J'ai tenu un discours. J'ai dit, faites attention. Si vous créez une mouvance de la transition et une opposition de la transition, c'est à votre détriment. Faites pas ça. Ne montrez pas que vous êtes partisan. Aujourd'hui, vous avez des gens qui vous fréquentent, vous vous contentez d'eux, vous dites que les autres sont des parias, c'est les ennemis de la Guinée, c'est eux qui ont fait ceci. Ne rentrez, c'est pas votre discours. C'est que nous disons entre politiques, les clashs que nous faisons, laissez ça entre nous. Ne rentrez pas dans ce jeu, soyez très éloignés des positions partisanes. Malheureusement, cela n'a pas été écouté. Aujourd'hui, Lamine, tout le monde est d'accord qu'il y a une mouvance de la transition et une opposition à la transition. Il y a ceux qui fréquentent, qui sont dans les bonnes grâces, qui s'autorisent même des missions au nom de la junte dans certains pays, qui sont là-bas tous les jours. Quand la junte dit c'est blanc, ils disent blanc comme neige. Ils ne sont jamais en désaccord avec quoi que ce soit. D'où l'idée du dialogue qu'ils ont organisé et qu'ils ont réservé à ceux qui sont d'accord avec eux. Soi-disant, ils ont fait des démarches.
Mais ces démarches étaient déjà biaisées. Parce qu'on ne peut pas venir en tant qu'acteur politique que nous sommes, nous demander de faire valider ce que vous voulez à travers un séminaire et on nous dit, écoutez, vous savez, venez, la table de dialogue, c'est ouvert. Après, il y a eu ces rencontres avec le Premier ministre aussi, avec les religieux, par exemple, pas à l'issue des premières rencontres avec ceux dont vous parlez. Pourquoi ce deuxième épisode n'a pas marché avec le Premier ministre et les religieux, à votre avis? Pourquoi là aussi il y a eu échec? Je vais vous dire, c'est nous qui avons travaillé à reconstituer les forces vives. Le modèle, sa position a toujours été claire par rapport à cette transition, comme toujours d'ailleurs. Lorsqu'on est arrivé dans un premier temps, on avait le trio, on est allé au quatuor, on a reconstitué les forces vives, c'est devenu une plateforme encore plus large. C'est nous qui avions demandé à ce que les religieux s'impliquent. Le gouvernement a été favorable, nous avons salué cela. Le Premier ministre s'est investi pour que les religieux, pour qu'ils soient l'interlocuteur, et nous aussi, nous avons constitué une délégation qui représente les forces vives. Mais ils ont fait plusieurs rounds sans que cela ne génère un résultat. À un moment donné, je vous le confie, même les religieux étaient gênés parce que chaque fois qu'ils sortaient des discussions au centre islamique de Donka, les religieux avaient des difficultés à tenir un message. Vous-même, vous en avez parlé ici parce que c'était de contenu. Chaque fois, ils sortent, ils disent, nous avons avancé. Mais sur la base de quoi? Il n'y avait rien. Le Premier ministre venait. Il est dépourvu de pouvoir. Le Premier ministre a une marge de manœuvre très faible. J'avoue qu'en ce moment, il avait fait beaucoup d'efforts autour de la table. Il essayait de convaincre les uns et les autres que c'était possible de croire. Mais on lui disait concrètement, si vous êtes fondé de pouvoir, si vous avez été mandaté par le CNRD, dites au président du CNRD et de tous les organes de vous concéder des pouvoirs de décision. Comme ça, autour de la table, on va avancer sur tel point, on va évaluer ensemble. Mais chaque fois qu'il venait, il nous donnait l'impression de ne pas disposer de ce pouvoir. Et finalement, c'était bloqué parce qu'on ne pouvait pas accepter n'importe quoi. Et il s'est trouvé que ce round de négociation aussi a échoué. Nous nous sommes retirés, mais les religieux ont estimé qu'il était important qu'on garde le contact de façon au moins informelle. Ce contact informel a été gardé au fur et à mesure. Il y a eu quelques résultats. Il y a la libération, on ne dira pas des prisonniers, parce que c'est une sorte de prise d'otage. Justement, je voulais arriver à cela. Est-ce que vous-même n'avez pas mis le sable dans votre maïs en mettant dans vos revendications la libération des prisonniers? Parce que du coup, lorsque vous avez parlé des prisonniers, on n'était plus à même de faire la différence entre ceux qui sont détenus comme les Kassori et autres et les autres prisonniers. Écoutez, lorsqu'on a parlé des prisonniers, il y a un cas très spécifique. Vous avez les activistes du FNDC et le responsable de l'UFR qui ont été arrêtés dans des conditions qui ne pouvaient même pas donner l'opportunité d'un procès. Parce que vous savez, en droit, je ne suis pas spécialiste du droit, je le dis sous le contrôle des juristes, il y a une primauté de la forme sur le fond. La manière par laquelle ces jeunes ont été arrêtés enlevait complètement le contenu et l'essence du dossier, donc on ne pouvait pas les poursuivre. Toute juridiction responsable, tout juge responsable devait prononcer une libération pour ces jeunes. On les a gardés pendant 9 mois. Et ça a abouti au résultat qu'on en a. On a vu Fonike Mengue qui a perdu sa mère. C'est une question de sensibilité. Et retrouver que celui-ci est innocent. Il a été gardé en prison avec tout ce qu'il a enduré. Sekuyaya a fait une crise d'AVC en prison. Il en a fallu de peu qu'il en meure. Il est aujourd'hui à l'étranger. Ibrahim et tous ces gens-là. Après, on se rend compte que le dossier était vide. En réalité, il n'y avait aucune base de poursuite parce que ceux-ci n'ont rien fait d'illégal. Ça, c'est côté. Maintenant, pour ceux qui concernent les anciens gestionnaires de l'État, à l'occurrence Kassori Fofana et tous ses amis en prison, nous avons toujours dit, et moi personnellement, pour moi, ils ont droit à un procès équitable. Évidemment. Mais je ne suis pas d'accord qu'on cultive l'impunité par rapport à la gestion de ce qui s'est passé au temps d'Alpha Condé. Parce que l'endroit où le bas blesse, c'est là aussi. Ce discours n'a jamais changé. Moi, de Alpha Condé aux autres, j'ai toujours dit... Quoi que c'est une coalition, quoi qu'on dise. Vous parlez de force vive, Aliou. Lamine, j'en viens. Et même dans vos studios ici, pendant qu'ils étaient en fonction, il y a encore les discours qui sortent, il y a les vidéos. Non, mais ça, on ne se connaît pas, sincèrement. Voilà, exactement. On disait clairement... Je sais qu'il n'y a pas d'incohérence dans ce sens. Où on disait qu'il y avait un peu d'incohérence, on ne peut pas comprendre que ces gens-là que vous dénoncez par rapport au 3e mandat et tout ça, et comme par magie patatras, vous vous associez, si on peut me dire, parce qu'il faut partir des forces vives, je parle de FPJ Arc-en-Ciel. L'opinion n'a pas compris
si vous voulez, ce côté-là. D'où peut-être des interrogations. Espace TV, les grandes gueules, le top des GG.